Madame, Monsieur, bonjour. Je suis Thomas Dakin Tabin Koumavok, enseignant traducteur et auteur de l'ouvrage de la sémantique à la traduction, une approche sémantico-morpho-syntaxique de la traduction. Bienvenue à ma chaîne. Dans le cadre de cette courte vidéo, euh, nous allons vous entretenir sur un aspect du langage juridique. La traduction juridique est une traduction assez particulière parce que elle se caractérise par le fait que elle est pratiquée par des personnes qui sont soit des, des linguistes n'ayant pas un background juridique, soit alors des juristes qui n'ont pas forcément fait des études de langue. Alors, il se trouve que c'est une traduction assez difficile à cause du fait que il est difficile de trouver des juristes qui maîtrisent aussi la langue. Nous essayons donc de proposer quelques solutions en examinant les particularités du langage juridique. Alors nous allons insister sur un volet qui est la nominalisation. La nominalisation est une particularité, fait partie des particularités du langage juridique. Alors, quand on parle de nominalisation, il s'agit ici de la lexicalisation de certains participes présents et passés qui sont intégrés dans le répertoire euh, lexico-sémantique du langage juridique, c'est-à-dire ces participes passés et présents sont intégrés parmi les noms. C'est pourquoi nous parlons sont considérés comme des noms, c'est pourquoi nous parlons de nominalisation, de lexicalisation des participes présents et passés. Ces participes passés ou présents relèvent donc du langage juridique. Ils relèvent du langage juridique et on les apprend au fur et à mesure qu'on traduit. C'est parce que c'est la pratique qui permet de s'améliorer. Et ce ne sont pas tous les mots qui peuvent subir cette nominalisation. Lorsqu'on maîtrise ces mots, ces participes présents, on s'exprime comme un juriste. Pourquoi? Parce que lorsqu'on lorsqu'on utilise le langage ordinaire, on peut se retrouver en train d'avoir, en train de faire en train d'avoir des formulations qui ne rentrent pas, qui ne relèvent pas du langage juridique. Une mise au point est essentielle. Alors, c'est quoi? C'est que il faut comprendre que le langage juridique en lui-même n'est pas un langage qui a, le langage juridique n'a pas une syntaxe qui est différente de la syntaxe ordinaire. En d'autres termes, ce n'est pas un langage qui a un répertoire de règles spécifiques qui ne s'appliquent pas à d'autres langues. En d'autres termes, le langage juridique s'appuie sur le langage ordinaire. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Le langage juridique s'appuie sur le langage ordinaire pour se spécifier. C'est-à-dire que il n'y a pas de grammaire juridique. Il n'y a pas de syntaxe juridique. Il n'y a pas de morphosyntaxe juridique. La syntaxe ou la morphosyntaxe, elle est ordinaire. Et les règles de la morphosyntaxe ordinaire s'appliquent également au langage juridique. Sauf que le langage juridique a quelques particularités euh, morphosyntaxiques, lexico-sémantiques et
sémantico-pragmatiques qui font que ce type de langage soit assez compliqué, c'est-à-dire assez difficile, d'où la nécessité de traduire régulièrement les textes de droit. Fondamentalement, lorsque nous parlons de lexicalisation, il s'agit des participes présents et passés qui relèvent purement du langage juridique et qui sont placés parmi les noms dans le répertoire lexical de la langue. En français, par exemple, lorsqu'on dit la personne qui a fait appel, la personne qui a fait appel s'est présentée à la cour. Cette phrase, la personne qui a fait appel s'est présentée à la cour, c'est un peu le langage ordinaire. Dans le langage juridique, il faudrait qu'on remplace la personne qui a fait appel par l'appelant ou alors l'appelante pour qu'on soit un peu plus juridique, pour rester dans le style juridique. Au lieu de dire la personne qui a fait appel, nous dirons l'appelant ou l'appelante. Et là, le terme, le participe présent appelant est donc lexicalisé parmi les substantifs dans le répertoire lexico-sémantique juridique de la langue française. Autre exemple, les personnes qui bénéficient des droits, peut-être les droits d'auteur ou bien les personnes qui bénéficient des droits de peut-être de telle ou telle personne, on ne dira pas les personnes bénéficiant du droit de propriété se sont présentées. On dira les ayants droit. Voilà pourquoi c'est difficile pour quelqu'un qui n'a pas un background juridique de bien traduire en traduction juridique. Il risque de produire des traductions, des traductions standards qui relèvent du langage ordinaire, mais que les juristes ne pourront pas vite comprendre. Donc, il faut les termes appropriés qui traduisent effectivement la portée juridique du message. Voilà pourquoi, au lieu de dire, comme en langage ordinaire, les personnes qui bénéficient de ces droits, on dira les ayants droit. Là, on sonne plus juridique. On est plus juridique lorsqu'on dit les ayants droit. On ne va pas dire la personne qui a été mise en accusation est convoquée. C'est un peu long. C'est un peu long et cela relève du langage ordinaire. Il faut rester dans le langage juridique et on dira l'accusé. L'accusé. Mais alors, il est fondamental de comprendre que cette lexicalisation des participes présents et passés pose un problème de terminologie courante. Il ne faut pas globaliser. Il ne faut pas généraliser. Tout ça, il faut circonscrire cela dans le cadre de la langue juridique, c'est-à-dire du langage juridique, qui veut que on évolue, c'est-à-dire qu'on acquiert le vocabulaire en fonction des textes qu'on traduit et en fonction de ce que le droit nous permet de faire. Parce que il faut comprendre que lorsque nous parlons ici de questions de terminologie courante, il faut comprendre que les participes passés et présents qui ne sont pas lexicalisés comme des substantifs dans le langage ordinaire ne sauraient subir cette lexicalisation dans le langage juridique. En d'autres termes, les participes présents et passés qui ne font pas partie du langage juridique ne sauraient être nominalisés. C'est-à-dire que ils ne peuvent pas, s'ils ne sont pas acceptés dans le langage ordinaire comme participes, s'ils ne sont pas acceptés dans le langage ordinaire comme nom ou substantif, alors dans le langage juridique, on ne saurait les considérer comme des substantifs. On ne va pas dire, par exemple, le condamnant a rendu sa décision. Parce que si on applique le premier principe où on disait la personne qui a fait appel
cette personne correspond à l'appelant, parce que appelant signifie qu'il fait appel. Mais on ne peut pas appliquer de manière bête, on ne peut pas appliquer bêtement cette règle pour tous les participes présents. C'est pourquoi nous disons, tout dépend, il faut faire attention, parce que tout dépend de la nature du participe présent. Il y a des participes présents qui sont acceptés, qui peuvent être acceptés comme des noms dans le langage ordinaire et qui relèvent du langage juridique. Et il y a des participes présents et passés qui ne peuvent pas l'être. Donc, on ne dira pas que comme on a dit, la personne qui appelle signifie appelant, ça veut dire que la personne qui condamne, on dira le condamnant, parce que le condamnant, dans le langage ordinaire, jusqu'à preuve du contraire, je peux dire que, nous pouvons dire que ça n'existe pas, ça ne se dit pas. Du moins, l'usage courant ne nous permet pas de dire le condamnant. Donc, nous ne dirons pas le condamnant a rendu sa décision. Nous dirons le juge. Donc, nous disons que dans ce cas, dans le cas d'espèce, il faut, au lieu de généraliser la règle, il faut chercher le terme juridique approprié. Donc, on dira pas le condamnant a rendu la décision, on dira le juge ou le tribunal a rendu la décision, c'est-à-dire la personne qui juge. La même chose, on ne dira pas le jugé s'est exprimé au cours de l'audience. Le jugé, c'est-à-dire la personne qui est jugée. Si on dit le jugé s'est exprimé, c'est un langage courant, c'est un langage ordinaire, non conventionnel. Et il faudra donc trouver le terme juridique approprié pour parler du jugé. Et la personne jugée est donc l'inculpé. On dira l'inculpé s'est exprimé au cours de l'audience. Tout comme on ne dira pas la police a fait un raid sur les lieux et la police a réussi à mettre la main sur les arrêtés. Non, on va pas dire les arrêtés. On va pas dire, parce qu'en français on dit arrêté, c'est-à-dire celui qui est arrêté. On va pas utiliser ce parti présent, ce parti passé comme, on ne va pas le lexicaliser parmi les noms, parmi les substantifs. On ne va pas dire les arrêtés ont été entendus à la police. On dira les suspects ont été entendus. Donc, il faut trouver le terme juste. Et donc, retenons que, comme nous l'avons dit au départ, il n'y a pas de langage juridique qui se détourne de la morphosyntaxe ordinaire. D'ailleurs, quand vous lisez les travaux de Jean-Claude Gémard dans son article Les fondements du langage juridique, les fondements du langage du droit comme langue de spécialité, il confirme cela en disant que il n'y a pas de syntaxe distincte qu'on qualifiera de syntaxe juridique. Donc, la syntaxe, elle est la même. La morphosyntaxe, elle est la même. Sauf que il y a des particularités, des spécificités morphosyntaxiques, sémantico-stylistiques et pragmatiques qu'il faut juste maîtriser pour s'exprimer comme un juriste. Et la solution, c'est bel et bien la pratique courante. C'est tout ce que nous pouvons dire en ce qui concerne ce volet essentiel des particularités linguistiques, des particularités linguistiques du langage juridique. Les particularités du langage juridique, c'est ce que nous pouvons dire pour cette vidéo. Pour plus de détails, je vous invite à lire cet ouvrage que nous avons publié en France, de la sémantique à la traduction, une approche sémantico-morphosyntaxique de la traduction. L'ouvrage est disponible sur Amazon et sur le site internet de l'éditeur, c'est-à-dire les éditions Jet d'encre qui sont basées en France. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, nous vous invitons à laisser un commentaire ou alors à faire vos observations ou à poser des questions. Et vous pouvez nous contacter en cliquant sur la description, vous aurez nos informations, nos coordonnées. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo et nous vous donnons un rendez-vous pour une autre vidéo. Merci.